Donald Trump, il a le mérite, et parfois on peut lui dire que c'est un tort, de dire les choses telles qu'elles sont, et parfois de manière un peu brutale ou rugueuse. Il part du constat, c'est qu'il y a un déclassement économique de l'Europe depuis ces 25 dernières années, où notre poids relatif dans les différents autres blocs, c'est qu'on considère vraiment dilué. Et donc, c'est pas tant un problème de moyens, c'est une vraie question de volonté. Bonjour à tous, chers amis de Nomerta, bienvenue dans ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Conquer, porte-parole des Républicains Overseas. Bonjour Nicolas Conquer. Bonjour Ali, merci de me recevoir. Récemment est sorti le National Security Strategy, un document sorti par la Maison Blanche. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce document? Parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne dit pas tellement ce que c'est réellement. Absolument, donc le 5 décembre dernier, l'administration de Trump a produit ce document qui en fait est quelque chose d'assez courant et qui vient poser les cadres, les missions, les menaces et l'allocation de moyens pour la stratégie portée en manière de politique étrangère par l'administration Trump. Chaque administration le fait, ça prend des formes différentes. Celle-ci a publié un texte public qui fait à peu près 30 pages dans lequel on vient donner un peu plus, et c'est signé par Donald Trump lui-même, qui lui vient décliner poser et graver dans le marbre en fait sa doctrine qui est Peace through Strength, la paix par la puissance. Et donc on vient identifier quelles sont les nouvelles menaces auxquelles on fait face, comment on va définir les moyens alloués et quelles vont être les ressources qui vont être mobilisées. Et donc, quelles sont les nouveautés qu'apporte ce texte? Est-ce que c'est vraiment une rupture ou plus une continuité? Alors, on est vraiment dans une rupture et vraiment dans une continuité par rapport à l'idéologie portée par Donald Trump. Ce document-là, il fait suite à un discours de Vance à Munich, dont on a déjà pu parler à la conférence de la sécurité, à la tribune portée par Donald Trump aux Nations Unies. Et donc, il y a vraiment un changement de paradigme concernant la politique étrangère américaine depuis en fait toute cette ère Bush-Biden, dans cette ère post-guerre froide, qui nécessite de remettre à jour en fait cette politique étrangère et en la recentrant sur la sécurité nationale. En fait, ce sera un autre nom, c'est comment assurer au mieux la sécurité des Américains et des intérêts américains à travers une stratégie. Et donc, c'est à travers ce document qu'on a un changement dans le sens où il y avait eu toute une ère de dispersion et qu'on appelait ça les aventures étrangères, foreign adventures, où tant les républicains que les démocrates, dans une veine néoconservatrice, allaient exporter ou importer la démocratie, souvent à coup de bombe, dans des pays qui n'étaient pas prêts pour justement ce changement de régime. Et donc, ils ont tiré les leçons de ces expériences qui ont coûté beaucoup de sang américain, mais aussi de sang des pays qui ont été concernés, beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie. Et désormais, l'enjeu, c'est de se recentrer et de renouer avec les origines de la politique étrangère américaine dès sa fondation. C'est important dans cette année anniversaire de renouer avec ce qui s'appelait la doctrine Monroe. Monroe, c'est important de savoir que c'était un des premiers ambassadeurs américains en France aussi, et donc qui a conçu cette doctrine en 1803, qui consiste à dire qu'une puissance doit pouvoir sécuriser sa stabilité via des intérêts qui sont préservés au sein de sa zone d'influence. Donc l'enjeu, c'est pas d'aller importer la démocratie au Moyen-Orient ou de voir s'il y a une action qu'on peut mener en ayant des bases ou des bases militaires en Europe, c'est de bien consolider sa zone d'influence, notamment ce qu'ils appellent désormais le Western Hemisphere, l'hémisphère ouest, donc toute une zone Amérique. Et donc ça permet en fait de faire une concentration des moyens plutôt que de diluer son effort militaire, qui est pourtant pas résiduel, le budget américain c'est près de 1000 milliards de dollars par an, mais tout dépend de l'usage qu'on va en faire, l'emploi et l'allocation. Donc il y a une concentration des moyens qui va permettre aussi de responsabiliser chacun. Et en soi, on renoue avec une nouvelle doctrine qui renoue sans doute avec la vision gaullienne du réalisme dans les relations internationales, où désormais c'est à chaque bloc de pouvoir assurer sa propre stratégie de défense, sa propre souveraineté. Et Donald Trump lui-même, dans ses assauts rhétoriques, mais lorsqu'il a agi comme un catalyseur pour que les pays européens notamment et les membres de l'OTAN se reprennent en main et assurent leur propre défense. De ne pas juste vouloir outsourcer leur sécurité derrière le parapluie américain, mais puissent eux-mêmes investir dans leur effort de défense. Dans ce club qui est l'OTAN, il y avait un engagement depuis plus de 10 ans à ce que chaque État membre verse 2% de leur PIB au financement militaire de l'Alliance. En fait, il y en a qui adhéraient pas, qui adhéraient mais qui ne payaient pas leurs cotisations.
Et donc Donald Trump, il n'a jamais critiqué l'existence en tant que telle et il s'est encore moins retiré. Au contraire, il a eu un effet volontariste, bénéfique, à ce que désormais chacun puisse financer décemment et faire face aux menaces auxquelles ils sont confrontés. Et ce rôle, c'est plus un rôle de grand frère qui va dire prenez-vous en main, ou c'est plus un rôle de débrouillez-vous, je m'occupe d'abord des intérêts américains et vous vous occupez de vos intérêts? Je pense qu'il faut vraiment voir ça dans une stratégie, c'est ordonné. Effectivement, Donald Trump, lui, il ne s'inscrit pas dans un mouvement fédéral. Il y a certes une union occidentale qu'il réaffirme dans sa rhétorique et même dans ce document-là, mais il est bien élu à un mandat pour défendre les intérêts américains. Il y a des alliances et sur lesquelles il joue vraiment le rôle, effectivement, de ce grand frère qui nous secoue un peu et il nous donne un petit peu pas cet électrochoc, mais ce réveil dont on a fortement besoin. Depuis les années 90, le budget de la défense était devenu une variable d'ajustement, on ne prenait pas au sérieux les menaces et on ne se donnait pas les moyens de nos ambitions. Donc désormais, les Américains aussi, de par leur histoire récente, avec les traumatismes de guerre, alors je ne parle même pas du Vietnam et de la Corée, mais de manière plus récente, avec le bourbier afghan, la crise en Libye, combien même ces assauts contre des régimes et contre les djihadistes étaient justifiés, le fait de vouloir y importer la démocratie était complètement sans fin et c'était un puissant fond. Eh bien, cette veine néoconservatrice d'aller sauter sur n'importe quelle aventure, désormais est une tendance de l'Occident, et notamment beaucoup de néoconservateurs sur les plateaux ou même dans l'état-major français d'ailleurs, appelleraient à ce qu'il faille partir en guerre, sans vraiment avoir une idée de ce que ça représente en termes de conséquences humaines, matérielles et économiques sur le long terme. L'enjeu des États-Unis, ce n'est pas de s'isoler, mais de s'aligner, de se recentrer et surtout, plutôt que de mener des guerres qui n'ont pas de sens, de se préparer pour celles qui en ont et de réaffirmer que la grande menace auquel tant les États-Unis, mais l'Europe aussi fait face, c'est bien la Chine, qui nécessite de ne pas déconsidérer des menaces qui viendraient soit d'Iran, de Russie ou d'autres États, mais vraiment de pouvoir mobiliser et de faire face à un conflit armé qui, n'espérons, ne se produise pas, mais d'éviter qu'on soit dans une dilution. Et d'ailleurs, c'est cette ligne America First, qui est devenue un slogan, n'en est pas qu'un slogan, c'est une doctrine qui fait écho à une autre période dans l'histoire américaine, qui était entre les deux guerres mondiales, dans les années 30 et 40. C'était un slogan qui était d'ailleurs très isolationniste. Désormais, les républicains, derrière Trump, se sont réappropriés ce terme et nous ont redonné une nouvelle saveur, une nouvelle couleur. C'est désormais, on veut réaffirmer les intérêts des Américains et des vies américaines à travers une politique étrangère, ce qui nécessite ce recentrage. Et donc, on n'est plus du tout dans une logique isolationniste et on n'est pas du tout dans le néoconservatisme. Oui. On est dans un point d'équilibre qui nécessite de soutenir ses alliés, mais aussi à ce que chacun puisse mettre les moyens de sa défense pour pouvoir faire face à ces menaces. Et donc, actuellement, à l'heure où on parle, il y a donc un déploiement très important d'une armada marine américaine dans le golfe des Caraïbes, à proximité du Venezuela. C'est près de 15% de toute la flotte américaine pour lutter justement contre des menaces qui viennent impacter donc, les intérêts américains et les vies américaines, avec l'afflux de drogue en provenance notamment du Venezuela, avec des narcotrafiquants, et en vue justement de faire pression contre ces États qui sont dans cette sphère d'influence et qui sont aussi des proxys pour l'Iran. Il y a beaucoup d'hydrocarbures qui vont être raffinés vers l'Iran et donc ça justifie. Mais avec le Venezuela, ce ne serait pas non plus des restes de néoconservatisme quand Donald Trump parle de changement de régime, il y a quand même un certain côté interventionniste et... Là, l'interventionniste, il s'agirait, si je ne pourrais pas tenir ce même discours, s'il y avait un débarquement et boots on the ground, s'il y avait des forces armées, une vraie volonté exogène d'aller renverser le régime. Là, il y a un soutien à Maria Corina Machado, qui, elle, est exilée, qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix. Il y a des mouvements qui peuvent émerger, mais de manière endogène, et c'est ce à quoi ils appellent de leur souhait, plutôt que d'aller faire du nation building, comme ils ont pu faire dans le Moyen-Orient. Et là, de fait, c'est aussi répondre à une préoccupation tant du peuple vénézuélien que colombien aussi par extension, mais également faire face à ces menaces liées aux narcotrafiquants qui travaillent main dans la main avec le régime de Maduro et donc qui vient inonder toutes les villes et les périphéries américaines de toutes sortes de produits qui sont des vrais fléaux et des vrais problèmes de santé publique aux États-Unis. Pour revenir sur le document, comment Donald Trump voit-il les Européens ? On a vu les images de Trump avec autour de lui les dirigeants européens, ça faisait très salle de classe, les enfants qui vont voir le professeur. Est-ce qu'il y a vraiment toujours ce côté
Donald Trump qui voit les Européens comme des gens qui sont pas puissants en fait et qui ne s'assument pas et donc qui n'ont pas tellement leur place dans ce monde de géants avec la Chine, la Russie ou même l'Iran. Donald Trump, il a le mérite, et parfois on peut lui dire que c'est un tort, de dire les choses telles qu'elles sont et parfois de manière un peu brutale ou rugueuse. Il part du constat, c'est qu'il y a un déclassement économique de l'Europe depuis ces 25 dernières années, où notre poids relatif dans les différents autres blocs, c'est qu'on considère vraiment dilué. Et donc, c'est pas tant un problème de moyens, c'est une vraie question de volonté. Et je pense que ça aussi, c'est ce dont on manque. Donald Trump, il inspire le Make America Great Again. Il faut qu'en Europe, on arrive à redonner notre grandeur au peuple souverain pour qu'on ait envie un peu de s'inscrire dans cette capacité d'innovation et de faire rayonner notre culture, nos territoires et nos peuples en tant que tels. Donc, ce n'est pas du tout un éloignement, c'est au contraire, il nous alerte sur des menaces auxquelles on fait face. La fameuse menace d'effacement civilisationnel. Juste pour resituer, ça s'inscrit dans le document et il est de coutume, après avoir présenté la stratégie globale, de terminer par des ensembles de régions. Et donc, il parle de l'Asie, de l'Afrique, Moyen-Orient et de l'Europe. Et donc, une des menaces auxquelles est confrontée l'Europe va être cet effacement civilisationnel. Un mot fort. Qui est fort, mais par rapport aux menaces. Et donc, c'est surtout par rapport à la temporalité. C'est-à-dire que l'Europe ne pourrait plus être telle que vous la connaissez d'ici 20 ans. Sur quoi ça se base? Eh bien, c'est notamment lié à ce que certains, Bayrou notamment, appelaient la submersion migratoire, ou d'autres un grand remplacement ou un afflux massif de populations étrangères sur lesquelles on n'a pas du tout la mainmise et la souveraineté sur nos frontières. Donc on est juste passif, personne ne s'est jamais prononcé sur ces thématiques-là. Et Donald Trump lui-même, encore une fois, a cette légitimité parce qu'il a été réélu sur la base de cette promesse-là suite à la pire crise migratoire qu'a connue les États-Unis sous Biden, sur laquelle il n'y avait absolument aucun volontarisme et au contraire même on entravait l'action de ceux qui voulaient sécuriser la frontière. Aujourd'hui, on a besoin de réaffirmer que cet éloge de la frontière, et de le réaffirmer avec une volonté politique claire, justement, parce que non seulement les menaces, elles sont d'États étrangers qui peuvent être des menaces, mais les menaces, elles peuvent aussi couver et venir de l'intérieur. On l'a vu, la menace terroriste, elle est omniprésente, et de fait, elle frappe de manière indifférenciée, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc il y avait une vraie nécessité et urgence de prendre le contrôle dessus. Donc ça, c'est cette menace. Il ne dit pas que c'est ce qu'il souhaite, au contraire, il affiche son lien tant historique que culturel et de raffermir ces liens-là. Et c'est clairement mis noir sur blanc que cet ensemble civilisationnel a besoin d'être soutenu et que c'est plus l'ère des globalistes tels qu'on peut le voir dans la technocratie bruxelloise ou certains résidus encore qui se maintiennent malgré une popularité absolument déclinante dans certains grands États européens qui doivent être soutenus, mais au contraire, des chefs d'État patriotes qui sont non pas des vassaux dociles vis-à-vis des États-Unis, mais au contraire des alliés solides parce qu'il y a un attachement au peuple, au pays, aux nations. Et on rappelle, en cette année anniversaire du 250e anniversaire de l'indépendance américaine, que les liens avec la France en particulier, qui est le premier allié historique des États-Unis, se doivent d'être renforcés. Et je pense qu'on gagne à justement d'avoir un nouveau regard vers l'atlantisme, non seulement dans une vassalisation, comme beaucoup de young leaders, au rang desquels Emmanuel Macron, mais toute la caste politique et médiatique d'ailleurs, dans son ensemble, ont été nourris et biberonnés par ces idéaux-là. Et aujourd'hui, de créer des nouveaux espaces de réflexion et de formation des élites sur une nouvelle ligne plus conservatrice, plus patriote, pour renforcer ces liens transatlantiques. Et quelle place a le conflit russo-ukrainien dans cette nouvelle doctrine en fait? Et il est évidemment pas passé à couvert, et il est vraiment pointé du doigt comme étant un facteur de déstabilisation de l'Europe et appelle aussi une résolution urgente et nécessaire de ce conflit. À bien des égards, d'une part, c'est une question quasiment d'empathie humaine par rapport à la boucherie que ça représente. Plus de 35 000 morts par mois, c'est absolument considérable. C'est plus que toutes les guerres des États-Unis de leur perte humaine sur ces 40 dernières années, donc c'est absolument considérable. Et le fait, ça a également entraîné toute une dépendance et une inflation et un déclassement tant en termes de productivité qu'économique de l'Europe. En s'étant rendu dépendant des hydrocarbures russes après le déclenchement du conflit, on a vu que ça a mis tant l'industrie allemande que nos autres pays sur lesquels, même si on avait déjà beaucoup désindustrialisé, on est quand même dépendant de leurs hydrocarbures par rapport aux facteurs énergétiques. Donc une grande inflation qui, encore une fois, nous met sous tension et donc nécessite à ce que ce conflit qui n'a que trop duré puisse arriver à son terme. Donc il y a un volontarisme
et également sans doute un appel tendu vers les chefs d'État européens de vouloir mettre fin à leur hubris, de vouloir sans cesse mener une guerre qui au final ne conduit à rien, si ce n'est la perte de vie ukrainienne et russe dans la même occasion, sur le simple fait d'être dans un signalement vertueux. Donc sans encore une fois en plus de pouvoir mettre les véritables moyens pour obtenir cette victoire. Et est-ce que Donald Trump pointe du doigt une menace principale sur l'Europe? Non, géopolitique, en général, la menace principale pour les États-Unis, laquelle est-ce? Là, elle est dit clairement. L'enjeu, c'est de se préparer, et en espérant qu'il ne se produise pas, bien sûr, face à la plus grande menace du XXIe siècle, qui est l'hyperpuissance chinoise. La Chine. C'est clairement ce dont il est question, tant par rapport à la mer des Chines et donc avec des alliés stratégiques comme Taïwan, que vis-à-vis notamment de carrefour stratégique. Vous savez, au début de la mandature Trump, on a parlé du canal de Panama, Oui. qui était devenu quasiment une concession de facto chinoise, et notamment par rapport à ces différents pays dans cette zone d'influence dont on parlait au début de l'entretien, donc de l'hémisphère ouest, donc la zone Amérique, de cette Chine qui désormais, à travers les routes de la soie, mais aussi de manière plus concrète avec ce travail d'influence, cherche à prospérer un petit peu dans la cour, dans le jardin des États-Unis. Donc c'est ça la principale menace. Mais on doit aussi pouvoir voir ça de manière très lucide en Europe et de voir aussi ce recentrage de différentes élites qui étaient anciennement d'un atlantisme vassalisé, différents chefs d'État ou ministres, et qui désormais semblent trouver un certain forme d'alignement de circonstances ou d'intérêt peut-être juste par cupidité auprès de la Chine et qui, encore une fois, desservent nos intérêts. Autre sujet sur lequel je voulais revenir avec vous, c'était les midterms qui arrivent bientôt. D'abord, en quoi sont-elles importantes pour le président en place? Alors aux États-Unis, on a un président qui est élu tous les 4 ans et à mi-mandat, on a des élections qui en général ne sont pas favorables pour le parti en place. Ne profite pas. Et ce qui permet de montrer, c'est le système des checks and balances. Vous voyez, donc on valide ou non la marche tenue et en général, il y a un balancier qui oscille. L'un, c'est critique parce que ces élections de mi-mandat, Trump, lui, n'est pas sur le bulletin de vote, mais tout le Congrès et un tiers des sénateurs vont se présenter à la réélection. Donc là, on est rentré dans ce cycle de campagne un an avant, donc ça va être assez intense. Et la capacité de Trump a surtout résidé dans son succès électoral, dans la mobilisation plutôt que le recrutement. La mobilisation, c'est des gens qui sont un peu désintéressés d'aller voter. On rappelle que, toute proportion gardée en France, le premier parti, c'est l'abstention. Oui. Il travaille beaucoup plus sur la mobilisation que l'acquisition. Donc, encore une fois, peut-être des leçons à tirer de la manière de faire campagne. Et pour ce faire, à plus forte raison, sur un scrutin sur lequel lui n'est pas à réélire, les gens sont parfois désintéressés. Donc, lui-même va s'engager en campagne pour aller mobiliser. Et c'est très critique parce qu'on le voit, le fait de pouvoir perdre cette majorité dans l'une ou les deux chambres serait une véritable entrave à la conduite du pays. C'est-à-dire que cette opposition à travers les démocrates cherche juste à entraver la conduite d'un pays par un président élu massivement, démocratiquement et qui a remporté le suffrage populaire et tous les états pivots. Donc vous l'avez vu, il y a différents phénomènes des financements qui ne sont pas permis, qui entraînent un shutdown, c'est-à-dire l'absence d'agences gouvernementales et de fonctionnaires qui sont plus payés pendant cette période-là, d'obstructions judiciaires. Sur l'ensemble des initiatives, concrètement, sur tout ce qu'on a voulu mettre en place et qui sont de son ressort, des juges qui s'impliquent pour essayer de freiner ou de vouloir entraver sa politique. Notamment, on a beaucoup parlé de cette fameuse guerre commerciale. On attend désormais, sans doute en début d'année prochaine, un jugement de la Cour suprême qui doit soit restreindre cette compétence qui est impartie au président, soit complètement valider. Et dans ce cas, lui permettre de poursuivre, continuer cette politique-là, qui, rappelons-le, est également mise sur le volet de sécurité nationale. Parce que cette désindustrialisation, elle vous rend dépendante de puissances étrangères et elle vient être une atteinte à votre souveraineté. Donc ça, c'est ces enjeux-là. Donc ça va se jouer sur différents thèmes. Et Trump lui-même est rentré en campagne de manière officielle. Il a cette capacité, Trump, et ça personne ne pourra lui renier, d'arriver à capter toute l'attention médiatique. Et donc, avant-hier, il fait une annonce, mercredi soir, une annonce de « je vais faire une prise de parole depuis la Maison-Blanche ». Tout le monde s'attendait à ce que ça soit une annonce d'invasion, de renversement de régime du Venezuela. Ouais. Et vraiment, il a surpris tout son monde parce que les trois choses qu'il a faites, c'est pas rien, c'est de faire un bilan de quasiment ses 10 premiers mois à la Maison-Blanche et aussi d'afficher les thèmes que vont être ceux de campagne pour le mi-mandat. Je ne vous cache pas que, évidemment, la politique mise en œuvre par Donald Trump c'est une vraie transgression idéologique.
le fait de rapatrier la production et donc une période de frottement qui est censée produire aussi ses bienfaits sur le temps long. Notamment aussi sa grande loi, son grand paquet administratif qui lui a permis des exonérations fiscales pour les classes moyennes et populaires, elle rentre en œuvre à partir de janvier 2026. Donc les gens, il y avait un petit peu, ce qu'on dit, c'est votre traitement cause un peu de douleur à court terme, mais beaucoup de vous guérit et curatif sur le long terme. Donc ça, les gens vont commencer à peser un peu et à mesurer les bienfaits au quotidien de cette politique à compter de l'année prochaine. À court terme, c'est surtout les résultats, notamment en ce qui concerne le coût de l'énergie, au prix de la pompe et tout ça, c'est vraiment attesté. Donc c'est matériel et acté. Les grands sujets sur lesquels les démocrates et l'opposition font campagne sont sur le coût de la vie. C'est un mot, le mot du jour, ça sera affordability. Affordability qui veut dire voilà, le pouvoir d'achat. C'est la thématique sur laquelle le maire très gauchisant, extrémiste, démocrate Zoran Mamdani a fait campagne. Affordability, c'est véritablement le thème qui est porté à tort et à travers. Et donc Donald Trump a cherché à battre en brèche ce narratif porté par les démocrates pour dire qu'en fait c'était sa plateforme et c'est ce qu'il va s'efforcer de faire. Donc c'est clairement ce sur quoi il va être attendu. Vous savez, aux États-Unis depuis 30 ans on dit « It's the economy stupid », c'est l'économie qui dicte une élection. Et donc les résultats vont être attendus en vue de pouvoir le soutenir et préparer sa suite. Donc voilà, ça se joue donc en novembre de l'année prochaine avec aussi des candidats qui vont devoir faire campagne et arrêter de considérer que c'est acquis. De toujours regarder ce côté pessimiste en disant c'est pas parce qu'on a un président qui est Donald Trump, qu'on tient la Chambre et qu'on tient le Sénat que c'est une autoroute pour 4 ans. Au contraire, il faut repartir en campagne. C'est cette logique de campagne permanente. Et encore une fois, un des mérites qu'on s'est accordé à Trump, c'est qu'il y prend goût et il sait le faire. Donc j'ai hâte de pouvoir revivre ça. Et Donald Trump a assumé que ça allait être compliqué. Comment les sondages à l'heure actuelle ne donnent pas le... Alors, effectivement, les sondages, eux, ne votent pas. Et les sondages n'ont jamais été favorables à Trump, même s'il surperforme en général. Même quand il perd ses élections, il surperforme. Derrière, il y a eu des signaux d'alerte qui ont été tirés. On a parlé de l'élection du maire de New York, qui, encore une fois, il n'y avait pas du tout de compétition d'un candidat posé par Trump à ce moment-là. Mais il y a eu des signaux d'alerte, même en Floride ou dans des zones qui sont historiquement républicaines. Donc ça suppose de mobiliser tout un appareil et aussi les vedettes du parti. Alors, à un moment où on parle, actuellement, il y a une grande messe conservatrice qui est donnée dans l'Arizona par l'organisation de Charlie Kirk, Feu Charlie Kirk, Turning Point USA, qui s'appelle America Fest, sur lequel notamment il y a tout le gratin MAGA qui est présent et les influenceurs qui vont également contribuer et qui ont une voix considérable de mobilisation en vue de ces élections de mi-mandat. Donc évidemment, ça va être compliqué. Ça tient aussi au fait qu'on a une carte électorale qui est assez polarisée. Vous avez très peu de circonscriptions, de moins en moins de circonscriptions qui sont gagnées avec une avance plus de 5 points. Et ce qui fait que désormais, elles peuvent plus facilement basculer dans un sens ou dans un autre. Et que ça se joue aux marges, ces élections. Là, la majorité qu'ont les Républicains au Sénat, c'est la plus courte dans l'histoire américaine. Ils n'ont que 5 sièges d'avance. Ça peut très facilement basculer d'un côté ou d'un autre. Donc l'idée va être de tout mettre dans cette bataille électorale en vue de pouvoir sécuriser. Mais vous savez, d'autres en sont revenus. Obama, après sa première élection en 2008, il prend une déroute monumentale en 2010. Alors je ne dis pas qu'il s'en est remis derrière, il a quand même été réélu par la suite. Mais ça fait quand même partie de ce système de contre-pouvoir sur lequel, effectivement, Donald Trump, et je vais terminer là-dessus, a beaucoup mené campagne sur la scène internationale pendant sa première année. Il en a fait, je suis le président de la paix, j'ai résolu 8 conflits, j'ai pas eu le prix Nobel, c'est pas grave, je continue à m'investir et à jamais me désengager. Je sacrifie beaucoup de mon capital politique pour la résolution et sans doute en défendant des intérêts américains aussi, bien compris. Mais l'enjeu désormais, ça va être de dire, l'Américain moyen, en quoi est-ce que ça vient servir son quotidien, le fait qu'on aille contribuer à des pays dans lesquels il n'a jamais mis les pieds. Donc l'enjeu va être désormais de pouvoir se recentrer. Mais j'en termine aussi par ça, c'est que sans doute, le plus grand drame ou le plus grand tort qu'a eu Donald Trump, c'est d'avoir été efficace et efficace trop vite. On a parlé initialement de la crise migratoire et de ce fléau qui frappe également l'Europe. Aux États-Unis, dès l'entrée en pouvoir de Donald Trump, cette crise migratoire s'est résorbée immédiatement parce qu'il y a eu une volonté politique, il y a eu des moyens attribués, mais il n'y a pas eu de changement de loi, il y a juste un changement de président. De fait, ce n'est pas quelque chose sur lequel il a pu capitaliser dans la durée. Mais de fait, il a obtenu des résultats. Cette crise migratoire avec l'immigration illégale, elle est résorbée, c'est plus du tout une priorité. Désormais, tout va jouer sur la question du pouvoir d'achat, sur laquelle il se doit de mobiliser et apporter des résultats. Et justement, quelle a été l'influence de la politique internationale de Donald Trump, par exemple avec la guerre des 12 jours entre Iran et Israël, sur justement des électeurs qui votaient, ils ont voté Donald Trump en se disant « je veux l'Amérique en premier »,
Et en fait, ils ne comprennent pas trop qu'il y ait eu des bombardements américains à l'autre bout du monde. Bien sûr. Alors effectivement, ça peut être une ligne de fracture et on l'a vu que parfois au sein de cette grande coalition qui a été créée et qui a porté Donald Trump à la Maison-Blanche, il y a pu y avoir des tensions, Oui. voire même des cassures. Pas forcément dans l'establishment et dans les élus, mais dans les grandes voix conservatrices. Les influenceurs, tout Tucker autour. Carlson typiquement, qui à dessein, parce qu'il est cohérent et il critique cette volonté néoconservatrice d'aller s'impliquer dans des conflits alors qu'on a besoin de réinvestir au profit des Américains moyens. Donc cette guerre de 12 jours, il y avait un soutien initialement apporté par Donald Trump à la politique de Netanyahou de mener cette guerre contre l'Iran. Et il y a eu cette action décisive que d'aucuns pensaient être vraiment une guerre sur le long terme. En fait, cette guerre s'est terminée avant même d'avoir commencé grâce à l'impact décisif de ces bombardiers B-2 qui ont neutralisé le nucléaire iranien et qui en 36 heures plus tard étaient retournés sur leur base dans le Kentucky. Donc ce que ça montre, c'est que Donald Trump n'est pas un va-t-en-guerre, mais il sait agir avec pragmatisme, sans céder, sans doute peut-être même aux pressions qu'il doit recevoir en interne. Vous savez, on parle de ce deep state, de ce complexe militaro-industriel, qui sans doute verrait bien le fait qu'on ressorte le carnet de commandes et qu'on envoie des guerres. Je dis ça de manière un peu cynique, mais avec un fond de sérieux. Je pense qu'effectivement, ça a été décisif. Mais de fait, beaucoup de personnes peuvent s'interroger, encore une fois, dans les marges. On est Make America Great Again. Ce qui se disait, c'était on n'est pas Make Israel Great Again. Oui, justement, c'était une. Et donc, il y a une ligne de tension. Une grosse fracture par rapport au soutien à Israël. Il y a une fracture, mais comme cette action a été déterminante, les gens ont su dire que la paix par la puissance, ce n'était pas qu'un slogan. Il faut pouvoir aussi faire des démonstrations de puissance pour obtenir la paix. Donc ça, désormais, ça conforte un peu le leadership et le statut de puissance de Donald Trump. Et rappelez-vous que quelques semaines plus tard, lorsqu'il y a cette rencontre à Anchorage, donc en Alaska, entre Poutine et Donald Trump, à peine arrivé sur le tarmac, Vladimir Poutine, il voit ces mêmes bombardiers qui ont neutralisé le nucléaire iranien survoler Trump et Poutine à ce moment-là. Donc il y a un signal derrière. Et ça vient conforter cette puissance et cette volonté de leadership. Le souhait de Donald Trump, c'est clairement pas de repartir dans des guerres qui n'en finissent pas. Encore une fois, on sort de ce traumatisme. Et lui-même, à l'image d'Obama, qu'il faut quand même reconnaître, qui était contre cette guerre en Afghanistan et en Irak, Donald Trump lui-même a toujours été un virulent critique de la guerre. Donc, sur cette ligne de tension, effectivement, c'est toujours la fragilité de coalition que vous allez créer pour une élection. Vous avez des tensions divergentes. Comment est-ce que vous faites pour les réconcilier ? Derrière, de manière circonstancielle, derrière, il y a une ligne d'achoppement ou un point d'achoppement. Je pense que désormais, c'est réconcilié dans la mesure où cette action a immédiatement mis fin à cette guerre des 12 jours. On a parlé justement par rapport aux tensions dans la base MAGA, justement de guerre idéologique. Est-ce que c'est vraiment une guerre idéologique entre un peu un Ben Shapiro et d'autres qui sont critiques de la politique israélienne, ou alors c'est juste globalement, ils se chamaillent et pour les élections, ça va aller mieux demain? Alors, il faut voir quelle est... Enfin, effectivement, ces querelles intestines, elles peuvent aussi faire le jeu de l'adversaire. Ouais. À qui profite la division, vous voyez c'est si au final les voix proéminentes elles dissuadent les électeurs républicains d'aller voter, ça fait le travail des démocrates. Juste pour faire des clics, c'est un peu c'est cher payé. Donc je pense que derrière c'est redéfinir une stratégie et je pense que ce document qui est la raison de notre entretien, il vient bien définir ces enjeux-là et on le voit à mesure qu'on parle, et une fois que l'entretien sera sorti, de savoir si Donald Trump sait s'y tenir en sécurisant les intérêts plutôt que de repartir dans une volonté de renversement de régime. On voit encore une fois, au jour où on tourne, il y a encore une autre prise de parole qui doit être faite par Donald Trump aujourd'hui. Certains pourraient encore spéculer, est-ce que c'est pour aller faire une intervention armée sur le sol vénézuélien et renverser le régime ? Je pense que ces spéculations, elles vont vite... Il faut pouvoir brandir la menace sans pourtant les porter à exécution. Mais parfois, c'est peut-être un peu contradictoire, il faut savoir aussi frapper de manière ciblée, comme on l'a vu en Irak. Comme on l'a vu en Iran. Par ailleurs, cette même semaine, on a déploré la mort en embuscade de 3 soldats syriens. De 3 soldats américains, Marines américains en Syrie, pris en embuscade, sur lesquels Donald Trump annonce aussi des sanctions et des mesures répressives fortes. Et donc c'est à suivre aussi avec intérêt, mais je pense qu'il va y avoir une certaine constance, malgré le côté stratégie du fou auquel on peut sans doute parfois associer Donald Trump.
Et pour finir, ce document, nous, en tant qu'Européens, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre en fait sur ce que nous sommes et comment vivre dans ce monde multipolaire? Bon, alors la première chose qui nous rappelle, hein, c'est ce nouvel langage, cette nouvelle grammaire des relations internationales, de renouer avec la réelle politique. Un petit condensé de Clausewitz Clausewitz, un grand géostratège militaire et sur lequel on identifie bien les objectifs, les menaces et les ressources. Donc énormément de bon sens sur lequel on devrait nous-mêmes de décliner notre approche et notre vision de la politique, tant de la sécurité nationale que de la politique étrangère. Il nous permet aussi de mettre le doigt sur certaines menaces qui nous visent nous-mêmes et de savoir comment on est prêt à aller mener ces luttes-là. Et vous voyez, au-delà de on en a parlé initialement, c'était pas totalement sur le volet économique, mais surtout sur le volet civilisationnel et identitaire. Donc ça dit bien que c'est la grande bataille de notre temps à mener, tant face à la submersion migratoire que par rapport à cette grande déraison qu'est le wokisme qui cherche à abattre toutes nos identités. Et par rapport à la liberté d'expression aussi. Mais Vance, on avait parlé il y a un an. C'est clé, et il y a une cohérence là-dessus, de lutter contre toute cette action technocratique qui vise à museler, cadenasser la liberté d'expression. On a vu là désormais, c'est en Angleterre, où des gens vont faire des séjours en prison pour des postes. Il y a le DSA, Digital Service Act, qui impose des restrictions à des plateformes comme Twitter, mais qui cherche vraiment aussi à museler les populations. Et il y a une vraie menace qu'on se doit de prendre au sérieux et contre laquelle il faut lutter, et sans doute de s'inspirer de certaines parties de la politique américaine ou de l'histoire dans ses fondements comme le premier amendement américain, et sans doute voir si ça trouve une place pour sa transposition en France. J'ai moi-même écrit une tribune là-dessus dans Atlantico sur un premier amendement à la française, de devoir constitutionnaliser ça. C'est pas anodin. En France, on a constitutionnalisé le droit à l'avortement dans le préambule de la Constitution par réaction à ce qui s'était fait aux États-Unis. Je pense qu'à l'heure actuelle où on fait face à des menaces, il faudrait aussi pouvoir s'inspirer de ces éléments-là et de le graver dans le marbre, plutôt que de se laisser balader par des officines politiques ou des règlements européens qui viennent nous dicter ce qu'on peut dire ou pas dire. Merci beaucoup Nicolas Conquer pour tous ces éclaircissements. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube.